pense qu'on peut pas être un bon Scrum Master si on n'a pas une appétence pour la tech et une connaissance de la tech. Nos métiers, quoi qu'il arrive, c'est un métier où il faut être très curieux, être capable d'avoir beaucoup d'humilité. Des fois, en tant qu'agiliste, on croit qu'on a les réponses à tout. En réalité, on a peu de réponses. Quand tu tombes sur quelqu'un qui est réfractaire un peu à tout ça, il y a des gens, ils ont leur roadmap, ils ont leur intérêt perso ou politique. Du coup, pour nous, les agilistes et même pour les gens de la tech, ça peut être des freins. Ouais. Comment tu fais justement pour créer le lien, leur donner confiance et après être avec eux? On est dans des entreprises qui font plusieurs milliards, qui sont 440. Ça serait arrogant de dire qu'elles fonctionnent pas. On va pas leur dire je vais vous apprendre à faire du business. À l'époque de l'Égypte antique, les architectes, c'était dans le code du travail. Si une maison s'écroulait sur les habitants, une maison qu'ils avaient construite, qu'un habitant mourait, l'architecte était mis à mort. Autant te dire que tu fais du solide. L'idée, c'est pas mettre à mort les consultants, c'est pas le sujet, mais c'est de se dire, quand tu joues ta peau, t'es beaucoup plus performant. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Que des néo-10 agiles. Je suis Christophe et aujourd'hui j'ai un super invité. J'ai un super invité où on discute d'agilité et d'équipe tech souvent, et même tard le soir. Plusieurs fois, on a terminé tard le soir et je me suis dit non mais il faut que tu viennes dans le podcast, Youssef. Donc Youssef, voilà, je te laisserai te présenter, mais pour moi c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup au quotidien et qui m'aide aussi sans le savoir. Et ça on en parlera tout à l'heure. Et pour moi c'est une source d'inspiration et une pointure de l'agilité. Donc Youssef, si tu peux te présenter brièvement. Merci, moi c'est Youssef. Me présenter brièvement, alors j'ai commencé il y a pas mal de temps. Moi j'ai commencé plutôt par par la tech. J'ai été d'abord sysadmin, puis j'ai fait du développement back, PHP et Python pour pas nommer les langages. Ensuite j'ai fait rapidement du DevOps. Au tout début du DevOps en France, j'ai commencé à faire du DevOps. On était autour des années 2012. Et doucement, du DevOps, j'ai évolué vers le Lean et l'agilité. Et du coup, depuis, je suis, on va dire, coach, Scrum Master depuis maintenant presque plus d'une dizaine d'années, presque 15 ans maintenant. Donc, 15 ans, voilà. ah ouais. T'es le sensei quoi, de l'agilité. Ceinture noire. On apprend toujours, donc... Combien de dos t'as cassé? Toutes les réfractaires de l'agilité. Ouais, on essaye d'être sympa, de pas trop casser le dos. Le but, c'est d'embarquer les gens, donc on les accompagne plutôt qu'on les brise. Voilà, t'as bien teasé là. Comment tu passes, justement, tu étais admin de système, comment tu passes de la tech justement dans l'agilité? C'est quoi qui t'a donné envie ou peut-être qu'il y a un événement qui t'a poussé à... Non, ça a été un cheminement, on va dire. Je me suis même pas posé la question. Parce que, en vérité, quand tu réfléchis, quand tu regardes le manifeste, etc., ça a été créé, on va dire, rédigé par des techos. Donc, ils sont tous d'anciens développeurs. Et du coup, pour moi, c'était juste la continuité logique. Voilà. Pour moi, avant qu'il y ait, on va dire, la mode du product, etc., l'agilité, pour moi, a une base tech. Et on en reparlera peut-être, mais je trouve qu'on perd cette base tech aujourd'hui, même s'il y a des pratiques comme le craft, etc., qui reviennent, mais on a eu tendance à trop perdre cette origine qu'on trouve dans la tech avec l'agilité. Du coup, pour moi, c'était complètement naturel d'arriver à l'agilité. C'était un cheminement normal. Pour performer. Ouais, c'est ça. Du coup, t'as commencé en tant que Scrum Master alors? Alors, ouais, j'ai commencé en tant que... Alors, Scrum Master, c'est le titre officiel, mais on ne faisait pas du Scrum. Donc, j'étais plutôt... Il n'y avait pas de terme vraiment... à l'époque, j'étais une sorte de Flow Master ou un truc comme ça. En gros, on travaillait en plus en Kanban, mais j'avais le rôle de Scrum Master. Ça peut paraître étrange, mais ça fonctionnait bien. Et moi, on en a déjà parlé, mais moi, je m'inspire des différents frameworks. Je ne suis pas quelqu'un qui va pratiquer un framework à la lettre. Je pense que tous les frameworks ont leurs défauts. Et le but, c'est de s'inspirer aussi de ce que font les autres. Du coup, j'ai commencé comme Scrum Master, mais plutôt finalement sur du Kanban. Ma première véritable... on va dire mon premier contact avec l'agilité, moi, ça a été le Kanban. Ok. Voilà.
Et c'était quoi un peu le contexte de l'équipe Alors, c'est des équipes. Alors, le produit, à l'époque, on produisait des services, on produisait du IaaS et du PaaS. Le IaaS, c'est de l'infrastructure as a service, et le PaaS, c'est du platform as a service. Et du coup, comme c'était des produits entre guillemets techniques, eh ben, on avait mis en place du Kanban. C'était beaucoup plus fluide dans la gestion, et aussi parce que ces équipes-là, on faisait ce qu'on appelle de la MCO, du maintien en condition opérationnelle, et donc avec des astreintes, avec des bugs, avec des incidents, pardon. Et avec des typologies d'incidents sur lesquels on ne peut pas se permettre de planifier, il faut le résoudre tout de suite. Et du coup, ça faisait sens, et ça a très bien fonctionné pendant quasiment tout le temps que je suis resté, en tout cas sur ce poste-là, ça fonctionnait très très bien. T'étais en interne ou en prestation À l'époque, j'étais en interne. Ok. J'étais en interne. J'avais shifté d'ingénieur cloud, ingénieur DevOps, quoi, à un peu ce rôle de Scrum Master, / Coach Agile, / Flow Master. Il n'y avait pas vraiment de dénomination. C'était pas plus par, entre guillemets, opportunité et opportunisme. Il voulait quelqu'un qui structure l'activité sur la partie ways of working. Et naturellement, comme moi, c'est un sujet qui me plaît et qui plaisait moins à d'autres aussi, j'ai pris le... Voilà. Pourquoi ça plaisait moins à d'autres Mine de rien, il faut parler avec beaucoup de gens, hein, parce que on dit souvent la tech, mais la tech, c'est pas que de la tech. Hein, même sur un produit très tech comme du IaaS et du PaaS. D'ailleurs, on a des ingénieurs avant-vente qui vont vendre le produit. On a le business, on a les métiers, on a le produit, etc., etc. Donc, ça demande beaucoup de savoir parler ce que j'appelle beaucoup de langues. Alors, pas l'anglais, l'allemand, l'arabe. Hein. C'est plus parler plusieurs langues professionnelles. Il faut être capable de parler avec des marketeurs, avec des gens du business, des gens de la tech et des gens du product. Voire même, et c'est pas un gros mot, hein, des gens qui gèrent la partie projet, etc. Comment justement t'as appris leur langage Parce que c'est pas naturel. Hein C'est pas du tout naturel, mais il faut juste, pour moi, être curieux et s'intéresser à ce que font les autres. À partir de ce moment-là, voilà, il faut aussi reconnaître aussi qu'on n'est pas un expert en tout. Du coup, il faut parler avec un marketeur et se dire que peut-être ce qu'il va me dire, je ne comprends pas, et poser des questions. Dire voilà, désolé, j'ai pas compris ce que tu me racontes. Est-ce que tu peux me l'expliquer, etc. Voilà. Il faut parfois mettre son ego de côté, parce que parfois on vient de la tech, on a l'impression qu'on est un sachant, qu'on sait tout. Mais en vérité, quand on parle avec des gens du business, etc., on s'aperçoit que leur métier est à la fois passionnant, mais on ne le connaît pas. Et il ne faut pas hésiter à poser des questions, s'intéresser à ce que fait les autres. Dès qu'on s'intéresse à ce que fait autrui, généralement, nous-mêmes, on grandit et on apprend. Je sais bien ce que tu dis là. Ouais. Moi, clairement, moi j'étais comme toi, j'étais dev à l'époque. Et moi, je parlais, quand j'étais dev, je parlais jamais au business ou au top management ou au marketing. Déjà, on était considérés comme un centre de coûts. Et moi, j'ai toujours fait des boîtes en interne. J'ai jamais été presta. Et à chaque fois, on était un peu siloté en fait. On était un peu à l'ancienne, en petit projet. Et ouais, on n'avait pas l'occasion justement de parler avec tous ces gens-là. Et c'est depuis que je suis passé Scrum Master où du coup j'ai dû apprendre, comme tu dis, j'aime bien ce que tu as dit, hein, un peu apprendre leur langage. C'est ça. Et en fait décoder un peu, parce que des fois on n'a pas le même vocabulaire. C'est ça, ouais, exactement. C'est exactement ça. Des fois même, des mots qui peuvent paraître les mêmes, en vérité on met un sens complètement différent derrière. Ça peut être des sujets de valeur, par exemple la valeur, qu'est-ce que c'est un vaste sujet. Je suis sûr que si tu parles dans une entreprise à des gens de la même équipe, ils définiront peut-être pas la valeur de la même façon. C'est encore plus vrai quand tu parles dans des organisations où tu as des métiers différents, des entités différentes, etc. Et je pense que nos métiers, quoi qu'il arrive, c'est un métier où il faut être très curieux. Et être capable, comme je disais, d'avoir beaucoup d'humilité. Humilité par rapport à ce que font les autres, par rapport à l'écosystème, par rapport au système. Des fois, en tant qu'agiliste, on croit qu'on a les réponses à tout. En vérité, on a peu de réponses. Et on a des réponses à rien, en vérité, quand tu regardes bien. Mais le truc, c'est de se dire, voilà, on est dans des organisations ça serait arrogant de dire qu'elles ne fonctionnent pas. Par exemple, on est dans des entreprises qui font plusieurs milliards, qui sont au 440. On ne va pas leur dire, je vais vous apprendre à faire du business, les gars. C'est n'importe quoi. Je vais vous apprendre les valeurs de Scrum. Exactement. L'idée, c'est de rester humble et de se dire, voilà, comment je vais aider ces gens-là à faire mieux, avoir un rythme soutenu et soutenable,
parce que derrière, il y a des humains aussi. Hein. Il faut aussi préserver ce côté que les gens puissent produire les bonnes choses au bon moment, dans des conditions qui leur permettent de tenir sur le long terme. Voilà. C'est un peu ce côté... on est là pour construire des systèmes à moyen et long terme. Quand tu tombes sur quelqu'un qui est réfractaire un peu à tout ça, tu vois, parce qu'on va se dire les choses au ICF. Il y a des gens, ils ont leur roadmap. Ils ont leur intérêt perso ou politique. Du coup, pour nous, un peu les agilistes et même pour les gens de la tech, ça peut être des freins. Ouais. Comment tu fais justement pour créer le lien, tu vois, pour leur donner confiance et après être avec eux? Comment tu fais? Alors, il n'y a pas de recette. C'est ça qui est intéressant aussi. Il n'y a pas de recette ou d'incantation magique et ça va fonctionner. Il y a différentes façons. C'est-à-dire qu'on va tester d'abord quelque chose d'assez simple, de créer des alliances. Pareil, ça demande du temps. Il faut avoir le temps de créer ces alliances. On ne crée pas une alliance comme ça en un claquement de doigts ou en disant Jean, t'inquiète, je vais t'aider. Ok, super, mais c'est quoi la suite, quoi? La personne ne sait pas si c'est fiable, elle ne sait pas si tu tiens parole. Il y a ça. Et après, il y a aussi... et c'est là que nous, on a des rôles assez intéressants dans le sens où on doit adapter notre posture à nos interlocuteurs. C'est-à-dire que parfois, il ne faut pas hésiter à mettre les pieds dans le plat, être parfois un peu clivant, parfois dire des choses qui peuvent piquer, mais tout le temps avec, entre guillemets, alors même si c'est un mot galvaudé aujourd'hui, beaucoup de bienveillance dans le sens où on est là pour construire quelque chose, on n'est pas là pour pointer du doigt des personnes, on est là pour pointer du doigt des dysfonctionnements du système et comment collectivement on peut résoudre ces dysfonctionnements. Mais parfois, il faut être clivant, parfois, il faut savoir faire le dos rond, parfois, il faut investir du temps, créer, comme je disais, s'intéresser à ce que font les autres, etc. Moi, j'ai rarement vu des entreprises où, une fois qu'on s'intéresse aux gens, ils ne nous ouvrent pas leurs portes. J'ai rarement vu ça. Et je ne l'ai pas dit, mais j'ai à peu près quasiment 20 ans d'expérience. En 20 ans d'expérience, j'ai rarement vu des gens, j'ai dû le voir une fois, mais ça, c'est de l'interpersonnel. Et là, l'interpersonnel, pareil, hein, je suis pas magicien, donc du coup, là, on a très peu de marge de manœuvre quand c'est de l'interpersonnel. Ouais, là on dit on est responsable de 50% de la relation. C'est ça. Tu peux faire 50% du taf, nickel. Si l'autre personne, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle a ses priorités ou... C'est ça. Tu peux pas. Exactement. Mais c'est dur à encaisser quand même. Ouais, c'est dur. C'est aussi ça. On a des métiers qui sont pas simples en réalité parce que parfois il y a beaucoup de désillusions des fois. Parfois on fait des efforts et on n'a pas la récompense escomptée. Parfois on fait un premier pas, les gens ne font pas de pas vers nous. Donc ça peut être vécu aussi comme un échec ou une blessure. Mais on fait pas ce taf si on n'est pas résilient. Ouais. C'est-à-dire, on va apprendre la résilience aux gens. Si on ne l'est pas nous-mêmes, ça ne marche pas. On va apprendre aux gens à être à l'aise avec l'incertitude. Si on n'est pas nous-mêmes à l'aise avec l'incertitude, ça ne le fait pas. C'est-à-dire qu'on doit incarner, mais pas juste en mode blabla, hein. On doit vraiment incarner ce qu'on prêche. Et ça, c'est super important. Ouais. Ça me rappelle un sujet, tu vois. Moi, quand j'ai démarré en tant que Scrum Master dans la boîte où j'étais, je connaissais tout l'environnement. Donc, je connaissais toute la politique, je connaissais tous les interlocuteurs. Du coup, c'était plus facile de faire bouger les lignes, tu vois. Alors, autour, au moins. Autour du top management, autour du marketing, autour de nos clients. Par contre, les autres équipes où ils étaient complètement en vase clos, là, c'était chaud. Hein. Là, c'était chaud parce que, comme je t'ai dit tout à l'heure, ils ont leurs objectifs. Ils peuvent aussi avoir, leurs croyances. Les croyances, c'est quoi? C'est quand t'es un Scrum Master, t'es dans l'équipe de dev. Moi, les pics que je me prenais, c'est que il est dans l'équipe de développement, mais il développe pas. Ouais. Donc, et ça, tu vois, montrer que tu as de l'impact et montrer que tu n'as pas de réalité et de changement, ça, je trouvais ça super dur. C'est dur parce que, effectivement, de l'extérieur, on va se le dire, on n'est pas le Scrum Master ou même le coach. Hein, on a l'impression qu'il ne produit rien. Parce que sa production, elle n'est pas en termes de ligne de code ou d'US ou de whatever, de cas de test, etc. On va dire, voilà. Et donc, du coup, on a l'impression qu'on a un poids mort. On a une ressource qu'on paye, mais qu'est-ce qu'il fait? Voilà. Mais en réalité,
On dit souvent, j'entends souvent quand je parle avec des Scrum Masters, ils me disent, on leur pose la question classique parce que dans mon métier, j'ai dû recruter beaucoup de Scrum Masters pour différentes raisons. Et souvent, quand je pose la question à des Scrum Masters, ils me disent, je leur dis, comment tu sais que tu as de l'impact? Ils me disent, quand je pars, le but, c'est que je sois un jour qu'on puisse se passer de moi. Pour moi, ça, c'est une réponse théorique. En vérité, on ne se passe jamais d'un Scrum Master parce que l'équipe va toujours devoir évoluer. Il y a plein de choses qui se passent dans une entreprise. Il y a des gens qui viennent, il y a des gens qui partent. Les dynamiques de groupe peuvent évoluer pour différentes raisons. Donc ça, pour moi, c'est un peu de la naïveté. Ensuite, en vérité, on voit l'impact du Scrum Master quand il part de l'équipe. C'est là que tu vois ce qu'il faisait. Ce qu'il faisait peut-être et qui n'était pas visible tout de suite. On voit des bonnes pratiques qui se perdent, peut-être des relations qui sont plus aussi fluide que ça, une communication qui est plus compliquée, et voire même, entre guillemets, un delivery qui est moins performant. Voilà. Et généralement, c'est quand le Scrum Master part qu'on voit ce qu'il faisait. Voilà. Moi, je ne suis pas trop de ces personnes-là qui vont dire, voilà, comment on juge qu'un Scrum Master est bon, c'est quand il part, tout se passe bien. Moi, je n'ai jamais vu ça, et je ne pense pas que ça existe en vérité. Ça, c'est ce qu'on veut, on veut se convaincre que c'est la réalité, mais en vérité, il y a tellement de choses qui peuvent changer dans la vie d'une équipe, qu'un Scrum Master est toujours nécessaire. Surtout qu'une équipe, en vérité, on parle souvent d'évolution. L'évolution, pour moi, c'est pas j'arrive d'un point A à un point B. C'est quelque chose de cyclique et de permanent. C'est-à-dire qu'une équipe va en permanence évoluer. Du coup, on aura toujours besoin de quelqu'un dans cette équipe-là. Alors effectivement, peut-être ensuite, le Scrum Master va devoir évoluer sur sa posture. Il devra adresser d'autres sujets. Il ne va pas aller voir est-ce que le DSM se fait bien, est-ce que la rétro, on se parle des bons sujets. Alors voilà, la rétro, c'est un peu particulier, mais il va vraiment aller sur d'autres sujets. Et ça, c'est pour moi ce qui est hyper intéressant aussi dans ce job, en réalité. Moi, j'aime bien ce que tu dis là, hein, parce que c'est pareil dans une équipe de foot, tu vois. Ouais. Si t'as Benzema et Zidane qui se barrent, Ouais, c'est ça. tu vas me dire, tout va bien se passer. Ouais, c'est ça. C'est faux, tu vois. Pendant 2-3 mois, il y aura quand même du remue-ménage. C'est ça. Il y aura peut-être aussi, peut-être que le résultat de tout ça, ça sera quelque chose de bien, des nouveaux talents, etc. Mais il y a quand même une zone, ce que j'appelle des zones de turbulence, qui sont liées à l'écosystème dans lequel l'équipe évolue, qui peuvent être des départs, un changement de management, un produit ou un business qui change sa roadmap, etc. Pour des raisons ou des résultats un peu moins en deçà d'un point de vue de l'entreprise. Du coup, il y a tellement de choses qui peuvent arriver, pour moi, et c'est là qu'on doit être justement vigilant. C'est-à-dire que nous, on doit accompagner la progression de l'équipe en permanence. Et jamais se satisfaire de se dire, voilà, bon, elle a compris tel ou tel framework, elle est à l'aise, mais ouais, ça, c'est OK, c'est la première étape, mais qu'est-ce qu'on fait ensuite? Il y a un truc que j'ai mis tout à l'heure, tu as dit tout à l'heure, tu as recruté plein de Scrum Master. Ouais. Du coup, c'est quoi tes critères pour recruter un... Alors moi, j'ai recruté plein de Scrum Masters pour différentes raisons, en tant que parfois manager, parce que j'ai eu parfois des rôles de manager. En tant que recruteur, j'ai bossé pour une boîte de recrutement. Du coup, je recrutais pour des clients. Et j'ai recruté, dans mon rôle aussi, en tant que coach, des fois, on va renforcer le dispositif ou on va changer le dispositif. Et du coup, on doit recruter. C'est quelque chose qu'on doit faire en quasi-permanence parce que généralement, quand on est dans les grandes entreprises, on va dire, généralement, on intervient dans des centres agiles. Les centres agiles, ça va dépendre des boîtes, mais on a entre 20 et 40 agilistes, entre les coachs et les Scrum Masters. Mais c'est quelque chose qui tourne beaucoup. Et on doit beaucoup recruter. Et en vérité, moi, ce que je vais regarder, alors, pour moi, alors c'est bizarre ce que je vais dire, la connaissance de Scrum en soi, c'est pas le plus important. Pourquoi? Parce que on le voit, le Scrum Guide, même si là, il y a une version un peu, ce qu'ils appellent la version étendue, qui est un peu plus fournie, le Scrum Guide, c'est une 20aine de pages. Mais le Scrum Guide ne nous dit rien, en vérité, sur plein de choses. Tu l'as lu, la version expression de Pâques? Ouais, je l'ai lu. Ça m'a fracturé la rétine, mais j'ai essayé de le lire jusqu'au bout. Tu l'as vu, ça va partir sur l'IA, là? Ouais. C'est quoi ça? C'est un peu, voilà. On va dire que c'est une vision du truc, mais je suis pas d'accord avec tout, mais bon, au moins, il a posé un peu... la vision était... en gros, sa pensée a été posée, on va dire ça comme ça, même si... en suivant ce qui se disait sur les différents réseaux sociaux,
j'avais l'impression qu'il avait une position un peu plus tranchée sur l'IA. Et finalement, quand on regarde le guide étendu, là, c'est un peu généraliste, on va dire ça comme ça. Et toi, sur l'IA, t'en penses quoi de ça? L'IA. Alors pour moi, l'IA, gros sujet. Alors c'est la hype du moment, mais pour moi, il y a beaucoup de métiers qui vont évoluer. Et on va se le dire, peut-être disparaître. Même si certains ne veulent pas l'entendre. Hein. Alors je pense pas au dev, hein. Je pense pas que le dev va disparaître en tant que tel. Mais il y a des métiers qui vont évoluer. Par exemple, les PO, même les QA, ça va évoluer pour moi, le taf, le job. Mais pour moi, il y a aussi des métiers qui vont disparaître. Je vois pas comment ça peut en être autrement en réalité. Et en soi, c'est pas déconnant. Hein, il y a eu d'autres, entre guillemets, révolutions, comme dans la révolution industrielle, où il y a des jobs qui ont disparu et d'autres qui sont apparus. Hein. À un moment, on va dire, il y avait des gens qui travaillaient à l'usine, il y a eu des machines, et ils ont été remplacés, mais après, il y a eu des gens qui étaient là pour réparer les machines, qui étaient là pour vérifier que les machines fassent le job, etc. Du coup, c'est pour moi, c'est juste, quand on regarde l'histoire humaine, c'est comme ça. L'IA, pour moi, est une révolution parmi tant d'autres. Et peut-être avec le recul, on verra que c'était pas... en réalité, c'était pas une si grande révolution que ça, tu vois, par rapport à d'autres choses. Par exemple, je pense qu'il y a aujourd'hui, quand tu regardes l'invention par exemple, de tout ce qui est moteur à vapeur, etc., ça a pareil révolutionné l'humanité, hein, les routes qu'on a aujourd'hui, tout ça, le périph' qui est blindé, etc., etc., les bouchons, la couche de zone, tu vois, La ligne 13. tu vois, l'IA, ça va être un truc un peu comme ça, ça va avoir des impacts, ça va changer notre façon peut-être de travailler, peut-être un peu de vivre, mais voilà, ça fait partie de l'évolution. Donc je vois ça comme... Tu utilises un peu l'IA un peu ou pas Ouais, moi quotidien j'utilise beaucoup l'IA. Je pense que on ne peut pas ne pas l'utiliser en réalité parce que c'est... pour moi, déjà, l'IA, je trouve qu'il y a le terme est mal choisi. Je pense pas que c'est une intelligence artificielle. Je pense pas qu'il y a une intelligence artificielle. Je pense que c'est une assistance artificielle. Et du coup, ça m'assiste et ça doit assister dans les tâches. Voilà. En gros, tout ce qui est un peu relou ou tout ce que, quand j'ai pas envie de faire une recherche trop poussée. Voilà. Après, il faut faire attention. L'IA, elle a été faite par des humains. Les infos, c'est comme Internet, c'est comme Twitter. C'est comme c'est ça, il reste sujet à l'erreur. Parce qu'on pense que les gars... en plus, elle a une façon de s'adresser ou de répondre où on croit que c'est une réponse juste. Il faut toujours aussi garder son esprit critique par rapport à ce qu'on va nous sortir. Je t'ai dévié du sujet initial. Ouais, alors c'était ça. En plus, j'ai une tendance à partir... Non, mais moi, ça m'intéressait. Alors, le recrutement. On n'a pas eu l'occasion d'en parler. Comme je disais, le recrutement, alors bien entendu, je disais, faut pas que... Scrum, c'est pas le plus important, mais il faut quand même la personne ait quelques bases. Mais je vais plus aller chercher ce qu'on appelle aujourd'hui des soft skills. Et aussi une connaissance, mine de rien, comme je disais, hein, moi, alors c'est peut-être un peu hard ce que je vais dire, mais je l'assume, hein, je pense qu'on ne peut pas être un bon Scrum Master si on n'a pas une appétence pour la tech et une connaissance de la tech. Parce qu'à un moment, pour améliorer les flux, on va être amené à travailler sur ce que j'appelle de l'ingénierie logicielle. Et si on n'est pas à l'aise avec l'ingénierie logicielle, alors je ne dis pas qu'il faut tout maîtriser, hein, mais si on n'est pas à l'aise avec les grands principes, on va vite arriver à un plafond de verre. On va arriver à un plafond de verre parce que, typiquement, on l'a déjà vu, mais on va être sur les mauvais sujets. On va être sur les process et pas sur les façons de faire des gens au quotidien. Et voilà. Du coup, je vais regarder, pour récapituler, il faut qu'il ait les bases de Scrum, mais s'il les a pas, à la rigueur, c'est pas le plus important. Mais il faut qu'il ait surtout un bon background tech, une bonne connaissance de l'ingénierie logicielle. Si possible, une bonne culture du produit aussi. Ça peut être un plus. Et que ce soit quelqu'un qui soit, comme je disais, curieux, humilité et capacité d'apprendre. Et aussi, encore une fois, il faut qu'il soit à l'aise avec l'incertitude. Moi, des fois, il y a une question que je pose qui peut paraître hardcore, hein, mais parfois, en entretien, je dis, et c'est pas une question piège, hein, je dis à des Scrum Masters, et demain, si tu fais plus Scrum, voilà. S'il n'y a plus Scrum, tu fais quoi? Si voilà, on te dit, tu continues à faire de l'agilité,
ce que tu veux, mais tu fais plus de Scrum. J'ai pas eu cette question-là. Ouais. Ouais. Ça peut, tu vois, c'est. Alors l'idée, c'est pas de piéger, hein, il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse, c'est juste voir la personne comment elle va réagir par rapport à cette question. Moi, c'est plus encore une fois, même en entretien, moi, les bonnes ou mauvaises réponses, c'est plus les cheminements, comment la personne essaye de penser, comment elle va essayer de résoudre l'énigme, plutôt que me donner la bonne réponse comme ça. Si tant est qu'il y ait une bonne réponse. Hein. Ouais, en plus, t'as le contexte que... C'est ça, en entretien, les gens, t'as beau leur présenter le contexte, on va pas se mentir, il est clair dans ta tête, mais t'as pas 3 heures pour leur présenter, donc tu vas le présenter en 5-10 minutes. Et la personne va forcément rattacher ça à des choses qu'elle a vues à l'extérieur. Et ça peut être intéressant, c'est par exemple par rapport à une problématique. Un, est-ce que tu l'as déjà rencontré dans ton environnement ? Et deux, qu'est-ce que tu as mis en place ? Que ça a fonctionné ou pas, c'est pas très grave à la rigueur, c'est qu'est-ce que tu as mis en place ? Quelle a été ton approche par rapport à cette problématique ? Et pour moi, un Scrum Master, ça doit être ce qu'on appelle un problem solver. C'est-à-dire qu'il doit non pas venir avec des solutions, mais il peut en proposer. C'est pas interdit. Parce que souvent, tu as des gens qui restent là en retrait, ils te disent « Ah, vous savez, moi, position méta, je reste là, c'est à vous de trouver la solution tout seul. » Bah non, si tu l'as déjà vu dans ton expérience antérieure, si tu peux leur pousser quelque chose, leur mettre la puce à l'oreille, voire même poser la solution sur la table, hein, pourquoi tu le fais pas ? Pourquoi tu vas leur faire perdre du temps à essayer de trouver un truc via l'intelligence collective ? Et c'est ça. C'est principalement. Après, en vérité, le recrutement de Scrum Master, c'est un des. Pour moi, c'est. Pourtant, comme j'ai dit, je travaillais dans des cabinets de recrutement, donc j'ai fait du recrutement de PO, de product designer, de CPO, etc. Mais le recrutement de Scrum Master, c'est parmi le plus dur. Ouais. C'est plus dur parce que on parle souvent du volet recrutement. Alors là, les recrutements se sont faits dans un cas où j'étais dans l'entreprise et on recrutait pour le centre agile de l'entreprise. Ok, mais, tu connais le contexte. Donc, exactement. Ouais. Mais dans des cas où tu dois recruter pour un client, et même le client, parfois le client il te dit je veux un Scrum Master, mais c'est pas vraiment un Scrum Master qu'il veut, c'est une sorte de chef de projet, nounou, tu vois, psychologue, etc. Bah là, c'est pas un Scrum Master que tu veux. Et si tu n'arrives pas à comprendre la demande, bah, tu vas forcément apporter une réponse qui n'est pas adaptée. Ouais, après, ça peut créer des désillusions. C'est ça. Parce que souvent, et ça c'est un risque, hein, c'est que les Scrum Masters sont vus comme je disais, des doudous au sein des équipes. Ils sont là pour câliner les gens, faire que tout se passe bien. Moi, je suis pas là pour que les gens s'entendent bien. S'ils s'entendent bien, tant mieux. Je suis là pour que les gens travaillent bien ensemble. C'est un peu différent. Si les gens arrivent à travailler bien ensemble, plus ils s'entendent bien, banco. Et moi, ma mission, c'est que les gens travaillent bien ensemble. Ensuite, que ce soit les meilleurs amis du monde, c'est pas mon job. S'ils arrivent à l'être, tant mieux, hein, c'est cerise sur le gâteau. Mais moi, c'est pas ma mission. Ça peut pas marcher, le mode doudou, comme tu dis. Hein. Parce que à un moment donné, ça va péter. Il y a toujours des endroits dans l'année où... avant, on faisait ça, pourquoi tu fais pas comme ça ? Ou des non-dits. Et du coup, quand c'est ces moments-là où c'est dur, tu vois, on n'est pas là pour les protéger. À un moment donné, ça va péter. Et justement, faut voir comment ça réagit quand ça pète. Parce que si t'es tout le temps en mode doudou, ça va péter. Et là, c'est les conneries familiales, tu vois. Enfin. C'est intéressant ce que tu dis, parce que tu dis conneries familiales, c'est exactement ça. Je sais pas si t'as déjà vu les problèmes familiaux. Du coup, t'as pas envie que cette équipe soit une famille, en vérité, parce que les problèmes familiaux, c'est super compliqué à résoudre, en vérité. Et tu t'en sors pas, et parfois il y a des stigmates des années après. Et c'est intéressant parce que justement, ça doit pas être une famille, même si aujourd'hui, on a tendance à dire on est tous une famille, patati patata. Non, je veux pas que l'équipe soit une famille, surtout pas. Non. Et pour leur bien. Et quand je dis ça, c'est pour leur bien. Non, parce qu'après, on va se dire les choses. Il y a des problèmes. C'est souvent des problèmes de com. S'ils disent pas les choses, parce que tu vois, c'est devenu un peu, entre guillemets, la famille ou les amis, c'est cassé. C'est ça, c'est très compliqué. Soit ils vont pas se les dire, soit ils vont se les dire de la mauvaise façon avec une proximité où ils ne devraient pas avoir cette proximité. Et le pire, comme tu as dit, c'est quand ils ne se le disent pas. C'est qu'on va chercher on va mettre la cohésion comme objectif absolu.
Et au nom de cette cohésion, on va pas se dire les choses. Au nom de cette cohésion, on va aller rechercher ce que j'appelle moi des consensus mous. Consensus mou, c'est en gros, on veut faire plaisir à tout le monde et à la fin, tout le monde n'est pas content. Alors que parfois, il faut être, comme je disais, il faut être clivant, il faut savoir faire un choix. Ce choix va pas plaire à tout le monde, mais il va plaire à certaines personnes. C'est mieux que plaire à personne. Des fois, il faut savoir faire des choix un peu pragmatiques. Et c'est encore une fois, quand on en parle, ça a l'air simple, mais Non, moi je te dis direct, moi je me suis fait avoir avec cette posture-là. Moi quand j'avais un cas, tu vois, avec un manager, avec un PO, il passait par moi pour passer les messages. Donc moi, je suis sympa, au départ, j'essaie de arrondir les angles, mais à un moment donné, tu vois, c'est pas mon taf d'être le messager. À un moment donné, si je vous rapprochez des choses, je peux vous réunir, mais après, vous prenez grande box, mais c'est pas moi qui va faire le doudou, tu vois. C'est ça. Et ça, c'est super compliqué, parce qu'après, c'est moi qui passe pour le bourreau. Ouais, non, c'est... Tu vois, c'est... Comme tu disais, il faut avoir l'humilité, il faut aussi avoir un peu le tact, mais à un moment donné, si ça pète, il faut que ça pète, parce que tu peux pas faire l'intermédiaire. Et en vérité, c'est dans un environnement sain, c'est pas grave que si ça pète, entre guillemets. C'est pas quelque chose de... Au contraire, c'est... Généralement, c'est de là qu'on va créer quelque chose d'intéressant. Et après, il y a autre chose, j'y pense parce que tu t'en parles, que ce soit le job de Scrum Master ou de coach, il y a un risque, c'est qu'on vienne compenser les dysfonctionnements du système, que ce soit managériaux, etc., etc. Et alors, on peut les compenser, mais ça ne peut être que temporaire. C'est-à-dire qu'on va prendre un rôle, une posture temporaire pour compenser le dysfonctionnement. Mais notre rôle, c'est de ne pas être, encore une fois, on ne vient pas compenser les manques d'un système. Certains se complaisent dans cette situation, c'est-à-dire qu'ils viennent, ils compensent les manques du système, ça les rend dans leur tête un peu... Utile, voire parfois un peu, entre guillemets, indispensable. Mais la réalité, c'est que personne n'est indispensable dans une organisation. C'est une réalité que les gens doivent bien comprendre. Et même pour un système... c'est pas intéressant qu'elle soit dépendante d'une seule personne. C'est pas un système sain si à un moment tu dépends d'une seule personne. Le système n'est pas sain. Et du coup, il faut faire attention à cette posture où tu viens en mode tu compenses les dysfonctionnements soit du management, soit de l'organisation. Et en gros, ton rôle se limite à ça. Ça, c'est très dangereux parce que déjà, tu traites jamais les vrais sujets, les vrais symptômes, parce que tu compenses. Si tu joues l'intermédiaire entre deux personnes, tu les fais jamais se parler ensemble, alors que notre but, nous, c'est de les faire se parler. Alors oui, au début, je peux faire l'intermédiaire, mais avec l'intention et l'ambition de les faire se parler. Voilà. Mais si mon job, c'est de faire le talkie-walkie, ça fait cher le talkie-walkie. C'est bien ce que tu dis là. Parce que moi, j'étais tombé là-dedans, clairement. Et même actuellement, tu vois, j'ai oublié des fois cette partie-là. Parce qu'avant, j'étais toujours interne, là, je suis passé consultant. Et des fois, je me rends pas compte, mais je compense, tu vois. Alors que, comme tu dis, à un moment donné, ça peut être bien sur l'instant T. Mais par contre, il faut pas le faire tout le temps. Parce qu'après, ça, c'est dangereux, ça. C'est dangereux pour l'organisation, c'est dangereux pour la personne qui le fait. Parce qu'elle va un peu s'épuiser. Elle va se mettre dans des situations où à un moment, les gens vont dire ça a toujours été comme ça aussi. Du coup, elle se retrouve, elle peut plus changer ce qu'elle a fait. Parce qu'elle s'est mise dans une position où elle fait l'intermédiaire. Donc, le jour où elle se dit je veux plus être intermédiaire, les gens disent mais pourquoi tu l'as toujours fait, qu'est-ce qui se passe, etc. Mais à la base, c'était juste pas à moi de le faire, l'intermédiaire, en vrai. Et pourquoi vous avez besoin d'intermédiaire entre le management et les N-1? Parlez-vous directement. Voilà. Non, mais c'est comme le Paris Saint-Germain. Regarde, cette année, tu vois, l'année dernière, je pense que ça se disait pas les choses. Parce qu'il y avait un gars qui s'appelait Mbappé, et du coup, un peu indispensable. Ça illustre un peu ton propos, en fait. Ouais, c'est ça. Et du coup, les jeunes ou les autres autour, absence de responsabilité. Le PSG, c'est intéressant parce que on peut faire des liens. On peut faire le lien entre... on a un entraîneur qui a un projet. Et on en parlait tout à l'heure. Il y a une temporalité sur certains projets. On peut être performant sur quelques matchs, etc. Mais si on veut aller chercher une grosse ambition comme une Champions League ou voilà, des titres un peu... le top des titres en Europe,
eh ben, c'est un projet. C'est une équipe, tu vas la construire sur plusieurs années. Mm. Là où on a tendance à virer les entraîneurs au bout de 6 mois, au bout de 4 mois, parce qu'il s'est fait éliminer, etc. Là, on a quelqu'un déjà qui a eu la main, qui a créé son dispositif, et ensuite, effectivement, il s'est, entre guillemets, ou le système ou lui s'est débarrassé des gens qui se pensaient indispensables au système. Ouais. Alors peut-être, le PSG, avec l'épisode Mbappé dont tu parles, ils ont une période de crise, mais pour mieux renaître. Et c'est parfois ça dans les entreprises. Parfois, il faut une petite crise pour mieux renaître. Et ça, les gens ne le comprennent pas parce qu'ils ont toujours peur de la crise, du chaos, etc. Parfois, le chaos, quand il est un peu quand même sous contrôle, hein, faut pas, quand je dis chaos, c'est pas l'anarchie, le chaos amène parfois des choses intéressantes. Il faut laisser un peu s'installer le chaos pour comprendre un peu... généralement, justement, le système va se remettre en ordre de marche. Et justement, on peut capitaliser sur ce chaos. Ça peut paraître paradoxal, hein, mais... Mais ça, tu vois, c'est la partie un peu difficile de notre job. Ça peut faire stresser et faire peur les managers. Ça fait peur aux managers, mais ça fait peur aussi aux accompagnants, que ce soit des Scrum Masters ou des coachs. Ça parfois, c'est eux-mêmes, avant même les managers, c'est eux qui flippent et donc qui veulent pas y aller. Ils se disent, ouais, mais je vais venir avec un truc, c'est full incertitude, etc. Ok, mais c'est comme ça. Test. Ouais, mais ça revient à ce que tu disais au départ. Avant que tu proposes ce genre de chaos, enfin de solution. Si tu as créé des avancées avant, c'est quand même plus simple, tu vois. Bah oui, les gens te font confiance, ils savent que tu es... parce que c'est ça aussi, c'est que il y a on va dire un problème dans notre job, c'est on a l'impression que on est responsable de rien. En vérité, on doit prendre nos responsabilités, on doit assumer ce qu'on fait. Et souvent, on se dit oui, mais ouais, voilà, j'ai une obligation de moyens, j'ai pas une obligation de résultat. Bah non, tu as une obligation de résultat, comme tout le monde. Alors, les résultats sont peut-être pas comme les autres, ils se matérialisent pas comme un dev, un QA, un PO, un PM, whatever, mais tu as quand même une obligation de résultat. Tout le monde a une obligation de résultat. Ouais. Ça, c'est quelque chose que les gens ont tendance à oublier. Et du coup, quand on change la façon d'être, on se dit, voilà, je vais prendre mes responsabilités. Bah, quand tu prends tes responsabilités, les gens te font confiance. Mais quelqu'un qui n'est responsable de rien, c'est impossible de lui faire confiance. Moi, quelqu'un qui se dit, bah, quoi que je fasse, je suis pas responsable, bah ok, mais je vais pas bosser avec toi, mec. C'est-à-dire que demain, on se plante, tu vas me dire, c'est pas de ma faute. C'est pas une question de faute, mais c'est de dire, voilà, je suis responsable et je vais tout faire déjà en sorte pour que ça fonctionne. Mais si ça fonctionne pas, je me porte responsable, et pas en mode je te pointe du doigt et tu sautes, hein, mais juste je suis responsable de ce que je fais. Comme un dev, s'il fait quelque chose de mal, il est responsable de son code. Et ben, le Scrum Master ou le coach, il doit être aussi responsable de ce qu'il fait. Voilà. C'est bien ça, parce qu'en plus, comme on est dans la conduite du changement, même si tu plantes ou moins tu as essayé, tu as proposé un truc, tu as quand même montré un peu l'exemple, tu vois, et les gens, c'est plus facile de les embarquer là-dedans. Bah, tu as tout dit, parce que là, le leadership par l'exemple, c'est pas juste des belles paroles. C'est pas je viens, je te récite. Ça marche pas avec cette génération. Ça marche que dalle, ça marche pas. Enfin, peut-être ça marchait avant, parce qu'avant on avait peur du management au fouet, tu vois, mais c'est plus ça maintenant. Ce qui va convaincre, c'est que si les gens, en gros, alors je vais prendre une expression, mais si tu vas à la mine avec les gens, bah, les gens, ils te respectent. Et ils t'accordent leur confiance. Mais si tu vas pas à la mine avec les gens, bah, les gens, ils te suivront jamais, quoi. C'est pas possible. Et ça, moi, je trouve ça hyper important aujourd'hui. Encore une fois, je dis pas que ce qu'on appelle la position méta, n'est pas intéressante, mais être systématiquement loin des gens et leur dire comment travailler, avoir la prétention de leur dire comment travailler, et ensuite leur dire, bah, si ça fonctionne pas, c'est de ta faute. Mais c'est toi qui m'as dit de travailler comme ça. Ouais, mais si ça fonctionne pas, c'est toi, c'est de ta faute. Bah, c'est une position qui est pas tenable en vérité. Les gens ne peuvent pas te faire confiance, tu peux pas embarquer les gens avec toi. Mais tu sais, je vais te dire un truc. Moi, j'ai été salarié pendant longtemps. Après, j'étais Scrum Master pendant 6 ans. Ok, l'entrepreneuriat, ça m'intéressait. Ok, mais sans ça de côté. Par contre, au niveau de mon job, je me disais, justement, le jour où je passe consultant, ça, c'est plus pareil. Comme je te disais, avant, j'étais dans une boîte où j'ai monté l'équipe de A à Z. On était 2 et tout le monde avait démissionné, en fait. En fait, j'avais pris un congé sabbatique.
J'étais développeur quand j'étais revenu. Et 6 devs, ils sont partis. Je disais à mon chef, je suis tout seul. Je suis dans la merde, tu vois. Enfin. Et du coup, c'est comme ça qu'on s'est dit, on va reconstruire l'équipe et que je suis passé Scrum Master. Parce qu'il y avait un besoin, tu vois. Et donc, tu vois, j'ai créé l'équipe, on l'a rebâti de 5 personnes, 10 personnes, après 15 personnes. Après, on a scindé l'équipe en 3. Et c'était cool, hein, franchement, je regrette pas. Par contre, je me dis, maintenant, le next level, tu vois, c'est d'être justement consultant. Et du coup, il n'y a plus, comment dire... hein. Avant, c'était facile de proposer des changements, c'était des trucs. Parce que je suis dans la boîte, je suis là depuis un moment, entre guillemets, je suis en CDI, donc... qu'est-ce qui peut m'arriver? De toute façon, la paye, elle change pas, tu vois. Par contre, depuis que je suis passé sur LinkedIn et que j'ai commencé à fréquenter des gens, des entrepreneurs sur LinkedIn, c'est plus pareil. Dans le sens où quand tu es consultant, bah, si tu conviens pas, au revoir, tu vois. Mais c'est plus pareil. Mais d'un côté, c'est cool parce que tu te dis, il faut que tu t'adaptes rapidement. Il faut aussi prouver. Ça peut dur. Moi, clairement, ça m'a généré du stress. Mais d'un autre côté, je me suis dit, c'est comme ça que je vais progresser, en fait. Parce que quand tu es dans l'urgence ou quand tu as un peu... où tu te dis, bah, ton temps est limité sur l'équipe, il faut avoir de l'impact direct. Et ça, tu vois, c'est ça, je me dis, pour finir, je suis resté trop longtemps dans mon ancienne boîte, en fait. J'aurais dû changer de mission et changer de contexte pour apprendre plus vite, en fait. Je sais pas si tu comprends. Non, je comprends. Après, c'est pas un choix. Ça, c'est des choix qui t'apparaissent faciles rétrospectivement. C'est-à-dire que avec le recul, tu dis, bah, j'aurais peut-être pas dû. Mais sur le coup, c'était peut-être la bonne chose à faire. C'est toujours compliqué de vouloir changer le passé. En vérité, on peut apprendre du passé. Mais oui, alors, ce que tu dis, c'est intéressant. Il y a deux types de consultants. Il y a les consultants qui font partie de cabinets. Il y a les consultants qui sont freelance. Moi, par exemple, je suis freelance. Mais moi, justement, c'est quelque chose qui est important pour moi. C'est-à-dire que moi, j'ai été très, on va dire, sensible à ce qu'on appelle skin in the game. C'est jouer sa peau. C'est un livre qui a été écrit par Nassim Nicolas Taleb. On en parlait souvent à l'époque dans un cabinet de conseil dans lequel je bossais qui s'appelait Binext. On le mettait souvent parce que c'est le fait de jouer sa peau. Alors, je vais simplifier. Il y a un exemple qui est intéressant dans ce bouquin. C'est un gros, il explique, par exemple, qu'aujourd'hui, on retrouve encore aujourd'hui des constructions égyptiennes, par exemple. Les pyramides, même des fois, quand certains creusent en dessous le désert, ils trouvent quasiment des villages ou des cités mortuaires quasiment intactes. Et il s'avère que à l'époque de l'Égypte antique, les architectes, c'était dans leur sorte de code du travail, si une maison s'écroulait sur les habitants, une maison qu'ils avaient construite, et qu'elle s'écroulait sur leurs habitants et qu'un habitant mourait, l'architecte était mis à mort. Autant te dire que tu fais du solide. Et ben, alors, l'idée, c'est pas de mettre à mort les consultants, hein, c'est pas le sujet, mais c'est de se dire, quand tu joues ta peau, tu es beaucoup plus performant. Et c'est ça que ça amène le côté, alors on parle d'entrepreneuriat, freelance, whatever, mais c'est ça, c'est de dire, comme tu dis, si j'ai pas d'impact, si je fais pas le job, si je le fais pas bien, je saute. Et il faut l'accepter. Et ça, c'est comme ça qu'on s'améliore. Moi, je crois que c'est une condition, c'est quasiment un prérequis à ce que j'appelle, moi, l'excellence. Moi, je suis quelqu'un qui est très sensible à ce que j'appelle la recherche d'excellence. C'est un de mes drivers. Et pour moi, je ne peux pas aller dans l'excellence si je ne joue pas ma peau dans les choix que je fais. Ça peut paraître truc, voilà. Alors, on a tous le droit à l'erreur, mais comme je dis, l'erreur, elle est conditionnée à une obligation d'apprentissage. Faire des erreurs et les répéter les mêmes, t'es juste un idiot. Faire des erreurs, apprendre de ton erreur, là, ok, d'accord, on a le droit à l'erreur. Voilà. Donc, on a le droit à l'erreur, mais il est conditionné à l'obligation d'apprentissage. Ça, c'est la première chose. Et aussi, les clients ne nous payent pas pour faire des erreurs tous les 5 matins. C'est aussi une réalité. Tu vois, et du coup, on doit avoir beaucoup plus de réussite que d'erreurs. C'est une sorte de ratio. Mais moi, en tout cas, je trouve que c'est un gros motivateur. Pour moi, au contraire, moi, j'arriverais pas à travailler autrement aujourd'hui. Par exemple, et j'ai rien contre les salariés, etc. Moi, j'ai été salarié, j'ai fait du conseil, je suis passé par quasiment tout.
Je suis freelance depuis maintenant, je sais pas, 5-6 ans. Et aujourd'hui, je ferais alors, ne jamais dire jamais, mais je ferais peut-être pas marche arrière. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui me permet d'être, entre guillemets, bon dans ce que je fais, ou de m'approcher de l'excellence. C'est parce qu'aujourd'hui, si je fais pas mon job, je saute. Et ça, je l'ai accepté. Et du coup, je me dois d'être performant, je me dois d'être au niveau. Et c'est pas, je me mets la pression, c'est ce que j'appelle une pression saine. Hein. C'est je vais me former, je vais essayer d'aller dans des confs, je vais essayer de voir aussi des gens qui sont peut-être passés par là il y a longtemps, essayer de comprendre aussi leur cheminement, m'intéresser à ce qu'il y a dans mon écosystème, voilà. Voir aussi les nouvelles choses qui émergent. Ça me permet d'être éveillé et actif parce que entre guillemets, je risque ma peau. Alors c'est relatif, hein, il va rien m'arriver si je foire un truc en vérité, mais cette notion de dire je peux perdre ma mission, je peux perdre je peux perdre mon client, mine de rien, c'est un motivateur. Ouais, c'est quand même une gestion du stress. Hein. Comment tu fais pour gérer ça moi, je l'ai intégré, c'est-à-dire que t'es comme Hulk, t'es toujours en colère. Alors, c'est plutôt que aujourd'hui, je vis avec. Ouais, okay. Je l'ai accepté. Au contraire, je vois plus que ce que ça me rapporte que ce que ça me. Voilà. Aujourd'hui, si je devais mettre dans une balance, ça me rapporte beaucoup plus de choses que ça me. Voilà. Et après, il faut l'accepter. En vérité, alors aujourd'hui, hein, peut-être c'était pas vrai il y a 10-15 ans, parce que le code du travail a évolué. Aujourd'hui, un CDI, en vérité, il n'est pas plus protégé qu'un freelance dans les faits. Hein. C'est-à-dire que si quelqu'un ne fait pas le job, etc., libre l'entreprise de le sortir et il n'aura pas plus. Alors oui, il aura peut-être cotisé, etc., donc il aura des aides, le chômage, etc. Mais en soi, c'est une illusion. Je pense que il y a une illusion de sécurité. Pareil. Pour moi, les personnes, les salariés, doivent comprendre aussi qu'ils doivent être, se motiver, être performants, rechercher l'excellence pour eux, hein, pas juste être performants pour faire plus. Hein, c'est pas ça, c'est pas la productivité à tout prix. Mais pour moi, quand on fait un job, on doit rechercher à être le meilleur dans son job. J'aime bien ce que tu dis là, hein, parce que c'est exactement les réflexions que je me suis dit en fait. Moi, je te dis, j'ai rien contre le salariat et le CDI. Moi, si Nintendo ou Nike propose un CDI, je vais réfléchir, tu vois. Ouais. Mais par contre, quand tu disais que la sécurité de l'emploi, déjà, ça fait 15 ans que j'allume la télé ou je lis Twitter, on est en crise. Ouais, c'est ça. Donc, après le corona virus, t'as vu ce qui s'est passé, toute la tech là, bon, tu peux pas, tu vois, après tu peux, tu peux faire valoir tes droits, du coup tu finis dans un placard. C'est ça. Ou est-ce que t'as envie de rebosser avec des gens qui t'ont mis dans un placard? Moi, me lever tous les matins et on m'a mis sur la touche, ça. Je pense que, tu vois, 1 ou 2 jours c'est cool, et au 3e jour je pète un câble. Ouais. Et comme tu disais, ouais, c'est pas question d'être salarié ou d'être à son compte, c'est de se dire ton temps est limité, de toute façon on va tous crever. On va aller sur la philosophie, tu vois, mais de toute façon ton temps est limité, donc autant prendre des risques et autant tenter des choses, tu vois. Et comme tu dis, ce que j'ai aimé tout à l'heure, et je te laisse la parole, c'est aussi des motivations de se prouver à soi-même, parce que tu te confrontes à de nouvelles choses. Il faut apprendre à vivre avec ce stress-là, et ça s'apprend, tu vois, tu le vis avec. C'est ça, c'est un apprentissage, hein, ça fait partie du... Après, c'est plus facile à dire qu'à faire, parce que quand tu démarres et que tu te prends ça à la gueule, tu te dis... Oui, parce que, mine de rien, on a tous un loyer à payer, un frigo à remplir, etc. Donc, il y a une réalité aussi... voilà, ça, il ne faut pas la négliger. Mais je pense que... En tout cas, alors... Je vais aussi, on va dire... un peu mitiger ce que je viens de dire, c'est que ça veut dire que pour moi, que ce soit le freelancing ou l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour tous. Là, il y a une grande hype autour de dire deviens freelance, deviens ci, deviens ça. Pour moi, c'est pas fait pour tout le monde. Et ça, il faut l'accepter aussi. C'est-à-dire que moi, il y a des personnes, je leur conseillerais pas le freelancing vu comment ils sont, etc. Au contraire, je leur conseillerais
soit consultant, soit ou même soit chez le client, etc. Et c'est comme ça que tu vas t'épanouir. On n'a pas les mêmes critères d'épanouissement. C'est-à-dire que moi, pour m'épanouir, j'ai besoin de certaines choses. Et peut-être que ces choses-là, pour toi, au contraire, ça va te générer un stress de fou, etc. Et vice-versa. Peut-être que toi, ce qui t'épanouit, c'est pas ce qui m'épanouit moi. Et c'est très bien comme ça, heureusement, sinon on serait des sosies et ça serait un peu chelou. Ouais. Tu vois, du coup, il faut aussi se connaître soi-même. C'est-à-dire que c'est ça aussi, mine de rien, ça peut paraître un peu perché et truc, mais le freelancing, il va t'apprendre aussi un peu à te connaître toi-même, tes propres limites. C'est un peu aussi un voyage introspectif. Et 100% d'accord avec toi. Et sur ça, et sur ce voyage-là, tu peux pas le faire solo. Hein. Enfin, les gens qui me disent ils l'ont fait solo, le shift solo et tout, j'y crois pas un seul instant. Alors, tu peux jamais le faire tout seul. Alors, tu peux donner l'illusion que tu es tout seul, mais par exemple, ça peut être ta famille qui te soutient, parce que c'est des choix, etc. Famille, ça ils ont peut tous être, s'est dit, ils comprennent pas cette ça. réalité. Tu vois, Ça peut être aussi des gens qui sont déjà passés par là, qui te donnent des conseils. Ça peut être plein de choses. Ça peut être aussi des gens qui te font confiance, parce que, mine de rien, une fois qu'on est dans le circuit freelance, c'est beaucoup le réseau qui va compter. Moi, par exemple, même si je suis présent sur LinkedIn, c'est pas ce qui m'a apporté des missions, c'est plus le bouche à oreille. Sur LinkedIn, on contacte des fois, mais c'est pour autre chose. Du coup, voilà. Ça peut être pour des fois du recrutement, ça peut être pour des formations. Non pas que je veux pas en faire, mais c'est pas ma priorité du moment. Mais c'est pas ça qui va m'amener des missions. Et je m'en sers pas comme un canal d'acquisition de business en réalité, LinkedIn. Pour moi, c'est un moyen d'exprimer un peu ce que je pense, etc. Il fut un moment où j'étais beaucoup plus actif, mais à un moment, je me dis, mais je le fais pour moi, je le fais pour les gens, je le fais pour l'algo, je bosse pour qui? Moi, je m'interroge beaucoup sur ça. Et à un moment, je me suis dit, bah non, je vais sortir de cette hype, je vais bosser pour moi, je vais faire ce qui me plaît, je vais le faire quand ça me plaît. Tu vois, ok, c'est super, les gens te disent il faut poster avant 8h. Ben, moi, si j'ai envie de poster à 16h, je poste à 16h. Ouais. Ça peut paraître un peu bizarre et voilà, un peu têtu, mais je me suis réinterrogé sur pourquoi je faisais les choses. Et pour moi, c'est important parce que c'est comme ça que j'y trouve du plaisir. Et dans mon job, c'est pareil. C'est-à-dire que travailler dans certaines conditions m'apporte un plaisir, comme tu dis, de se lever tous les matins. Et aujourd'hui, justement, le fait d'être en freelance, ça m'apporte le plaisir de me lever tous les matins, d'aller voir mon client, d'essayer d'être au top pour lui. Voilà, tu le sais très bien, mais on a la chance d'avoir en plus un client où vraiment et c'est pas le seul, hein, j'en ai vu plusieurs et voilà, aujourd'hui on les cite pas, mais voilà, mais où tu vois pas trop la différence entre interne et externe en vérité, dans le traitement. Après oui, les internes ont des avantages par rapport à certaines choses, ce qui est normal, hein, c'est des internes, mais en soi le traitement, tu vois pas trop la différence. Et il y a plein d'entreprises, mine de rien, où tu vois pas trop la différence entre un interne et un externe au quotidien. À part peut-être la couleur du badge et certains accès qui sont bloqués sur certains endroits. Mais, et même nous, ça, on ne l'a pas vraiment. Tu vois. On est vraiment... aujourd'hui, dans le traitement, entre guillemets, il y a zéro différence entre un interne et externe. Tu m'as dit c'est un truc où j'ai envie d'y aller, là. Tu parlais de clients. Est-ce que ça t'arrive des fois ok, t'as ton client, mais t'en as plusieurs, en fait, à l'intérieur. Toi, t'as les managers, t'as les équipes, t'as aussi ton manager direct. Comment tu fais pour jongler tout ça? Parce que t'as l'impression d'avoir des clients différents. Et du coup, comme tu disais tout à l'heure, c'est pas le langage. Il y en a à qui où c'est ok, il y en a avec d'autres où t'es encore en apprentissage, où tu t'exprimes peut-être pas bien. Comment tu fais pour jongler avec tout ça? Parce que ça aussi, ça peut générer du stress ou ça peut générer justement des nouveaux skills. Alors ça, c'est intéressant parce que même parfois, entre guillemets, les différents clients internes peuvent avoir des objectifs différents. Exactement. Et parfois, c'est même parfois paradoxal, tu vois. Et c'est normal. C'était un peu... et ça, je l'ai vu au tout début, hein, justement, quand je suis rentré dans le DevOps. Alors, je vais synthétiser à outrance, mais quand tu es sysadmin, toi, ton seul but dans la vie, c'est d'avoir ton infra dispo à 99,99% du temps. Du coup, tous les gens qui viennent, entre guillemets, me faire chier sur mon infra, ils ne sont pas les bienvenus. Le dev, lui, c'est de pousser du code.
Du coup, à un moment, comment tu concilies les deux? C'est-à-dire que moi, je suis objectivé, mon but dans la vie, mon seul but, c'est de maintenir ma infra à 99.9. Et le dev, c'est de pousser son code en prod. Et tu dois trouver des trucs communs. Bah, c'est un peu pareil dans ces sujets-là. Pour moi, il faut marcher en mission. C'est quoi ta mission? Et n'oublie pas, on parle souvent de mission, mais les gens, ils ont oublié ce mot. Ce mot, il est super important. C'est quoi ta mission? Et cette mission, c'est elle qui va driver tes relations avec un tel et un tel, en vérité. Si ta mission, c'est de, je sais pas, moi, par exemple, on te dit, voilà, ta mission, c'est d'améliorer le time to market, eh ben, tu vas devoir parler avec le business, avec le product, avec la tech, même s'ils ont des objectifs différents. Parce que toi, en vérité, à quoi tu vas te rattacher, c'est ta mission. Moi, ma mission, c'est de réduire le time to market. Et en vérité, je vais parler avec tous ceux à qui je dois parler pour réduire ce time to market, même si finalement, eux, ils ont des enjeux, voilà, des trucs différents, tu vois. Et je trouve qu'il faut revenir à la mission. C'est quoi notre mission? C'est quoi la mission qu'on t'a donnée dans cette entreprise? Parce que c'est pareil, parfois on te dit Scrum Master, mais Scrum Master ne permet pas de définir la mission à lui-même. Tu fais quoi, Scrum Master? Tu vas quoi? Tu vas animer les réunions? C'est quoi le job de Scrum Master en vérité? C'est très compliqué de le définir d'ailleurs. Tu vois. Voilà, normalement, le Scrum Master, on va dire, il est au service de l'équipe, des PO, de l'organisation, tu vois. Mais c'est très compliqué, c'est trop généraliste. Du coup, il faut réinterroger la mission. C'est pour ça qu'il faut être très clair, c'est quoi ma mission? Ça peut être une mission généralement à moyen et long terme. Les missions à court terme, c'est plus compliqué, nos missions, d'avoir de l'impact à court terme. On peut mettre en place des trucs vite fait, des solutions de contournement pour améliorer localement des choses rapidement. Mais on va dire, c'est pas des choses pérennes. Nous, on a plutôt des interventions à moyen et long terme. Et c'est quoi la mission, en vérité? C'est quoi la mission que tu me donnes? Moi, c'est comme ça que je travaille. C'est quoi? Et je suis en mode missionnaire. Ensuite, je vais en mode j'y vais, quoi. T'es pas un peu, des fois, schizophrène à parler avec plusieurs personnes différentes, là? Non, parce que moi, je suis au service de l'organisation. Ok. Et c'est ça qu'on oublie souvent, c'est que nous, en tant que coach ou Scrum Master, on est au service de l'organisation, en vérité. Et ce que oublient les gens, c'est qu'ils sont aussi au service de l'organisation, à leur niveau. Voilà. Et c'est normal, hein, c'est comme... j'aime bien prendre la métaphore d'un bateau. Un bateau, tu vas avoir, je sais pas moi, imaginons que tu es dans un bateau, tu vas avoir des gens qui s'occupent de la cuisine, des gens qui s'occupent des machines, des gens qui s'occupent de la sécurité, le capitaine, etc. Le mec de la sécurité, il va te dire, bah, il faut pas dépasser 100 personnes parce qu'après, ça devient dangereux. Le mec qui vend des billets, lui, il te dit, bah, non, on peut en mettre 150, mettons-en 150, on va gagner plus d'argent. Le mec qui est en cuisine, il me dit, non, mais moi, si tu en mets 150, il va falloir que je fasse du stock pour 150 personnes, c'est galère, tu vois. Mais ils sont tous au service de ce bateau et de l'entreprise qui gère ce bateau, tu vois. Mais sauf qu'ils sont dans leur bulle métier. Et ils oublient qu'il y en a des autres, que ce qu'ils font localement, par exemple, la personne qui va dire « Ouais, mais là, on peut mettre 120 personnes, donc on va gratter 20 billets, on va pouvoir faire un peu plus d'oseille. » Il oublie les impacts que ça a chez le cuisinier, chez le machiniste, chez les femmes de ménage, tu vois, tout ça. Et généralement, moi, ce que j'ai vu, en tout cas dans mon entreprise, dans mon expérience, c'est que souvent, on attend les gens, et c'est normal, hein, ils pensent localement, et ils oublient les impacts de leurs choix qui peuvent paraître bons localement, l'impact sur l'organisation. Et nous, notre rôle, c'est d'avoir cette vision transverse et de leur rappeler ça et de dire, voilà, un peu de bon sens. Est-ce que, bah là, tu dis 100 et dis 120, est-ce que c'est pas 105, 110, trouver un juste milieu où on n'est pas trop, entre guillemets, tu cherches pas trop les cuisiniers, les femmes de ménage, etc. Et en même temps, l'entreprise est rentable. Parce que notre but aussi, c'est que finalement, plus notre entreprise est rentable, bah, mieux c'est pour nous, quoi. Non, super intéressant, franchement. Mais ouais, moi c'est pour ça que j'ai quitté le dev en fait. C'est parce que ça m'intéresse. Ça m'intéresse de résoudre des problèmes, mais ça touche aussi les gens, tu vois. Et ça touche en fait tout l'écosystème, comme tu disais. Ouais. Et ça, je trouve ça intéressant. Ouais. Parce que tu peux pas arriver avec une solution toute faite en fait. C'est ça. Ça marche pas. Ouais. Et c'est quelque chose, ça aussi, je dois le préciser, c'est que qu'on soit dev, et moi je suis passé par là aussi, hein, qu'on soit dev, même Scrum Master Coach, je trouve que parfois on ne s'intéresse pas assez au business de notre entreprise. Si on ne comprend pas le business de l'entreprise, le business model de ton entreprise, il y a un problème. Voilà, tu peux maîtriser Scrum autant que tu veux, tu peux maîtriser je ne sais pas quel framework autant que tu veux. Si tu ne comprends pas le business de ton entreprise, tu as un problème parce que finalement, tu es au service de l'entreprise et tu es au service du business. Alors, je ne dis pas le business dans ton business. Hein. Je parle en termes, faut que
l'entreprise performe financièrement. Et si tu ne comprends pas le business model de ton entreprise, tu ne sais pas comment elle fait de l'argent, et comment toi tu participes à cette chaîne de valeur, bah, c'est un peu... voilà. Et alors, je le sais parce que je suis passé par là, et quand j'étais sysadmin ou même DevOps, le business de l'entreprise, tu vois, moi, tu me demandais de faire des plateformes, je faisais des plateformes, quoi, tu vois, c'était mon job. Et comment l'entreprise derrière un truc, bah, justement, c'est en ayant... j'ai eu la chance de travailler avec des avant-ventes, etc. Donc, on allait faire des démos chez les clients, leur montrer comment on peut spawner des VM, comment on peut lancer une plateforme qui répond à leurs besoins très rapidement. Bah, j'étais avec les clients en direct. Et du coup, j'ai compris que ce que je faisais avait un impact direct. Et ce que je faisais pas avait aussi un impact direct. Parce que lui, peut-être là, il galérait. Et je me dis, ah ouais, si je lui avais développé son truc, là, son one-click, où il peut lancer le truc en un clic, là, on aurait eu un effet wow direct avec le client. Mais si tu vas pas voir le client, tu vas pas, comme je te dis, à la mine avec les gens, savoir. tu peux pas savoir. Tu vois. Ouais. Intéressant, c'est bien ça. C'est quoi ta boîte idéale avec toutes les boîtes que tu as accompagnées, ou peut-être tu as une boîte, un modèle, tu aimerais toucher nouveau? Alors moi, moi j'ai travaillé dans différentes boîtes, des boîtes du 440, des grosses boîtes, des petites structures, des startups. Je travaillais pour l'État aussi dans les incubateurs du ministère. Le modèle incubateur, je trouve ça intéressant parce que on va dire c'est basé sur ce qu'on appelle du lean startup, et c'est assez intéressant parce que tu gardes contact avec la réalité. C'est-à-dire que nous, on avait un modèle, je vais passer les détails, mais on va dire tous les 6 mois, on avait des candidats qui étaient préemptés ou sélectionnés. Et ensuite, ils devaient pitcher leur sujet, leur produit. Et l'idée, c'était un peu, alors je résume, mais c'était comment on améliore la vie de certains fonctionnaires d'État. Voilà. Ça peut être des applications sur... je sais pas, moi, je vais gérer le courrier plus simplement, je veux dire le courrier physique, etc. Bref. Et quand tu travailles là-dedans, tu restes sur le terrain. Et ça, c'est super intéressant. Ce que je veux dire par là, c'est que ces gens-là qui viennent pitcher, ils viennent pitcher. S'ils sont sélectionnés, ils ont une enveloppe. Par exemple, une enveloppe de 200K. Je dis des chiffres au hasard. 200K pour 6 mois. Au bout de 6 mois, ils doivent présenter quelque chose de concret, qui a fonctionné, qui a été plus ou moins validé. S'ils présentent quelque chose qui a fonctionné, qui a été adopté par un panel de personnes, eh ben, ils peuvent continuer. Ils ont encore 6 mois et encore 200K. Voilà. Et du coup, encore une fois, c'est comme ce que je disais tout à l'heure, c'est skin in the game. C'est-à-dire que si tu es là, je te dis, la priorisation, elle se fait facilement. Tu n'as pas de, oui, j'arrive pas à prendre quel sujet A, sujet B. Ok, mais c'est quoi qui plaît à ton client? Du coup, là, tu vas parler avec ton client. On faisait ce qu'on appelait des safaris. C'est-à-dire qu'on allait voir les fonctionnaires dans leur lieu de travail pour lever leur pain point. Par exemple, on avait un moment, j'avais travaillé avec une équipe qui était juste géniale sur un système de domiciliation, par exemple. Et c'était aller voir à la Croix-Rouge, etc., comment se passe la domiciliation. Comment les gens qui sont là pour aider les gens qui viennent se faire domicilier travaillent au quotidien. Sur ce projet-là, par exemple, il faut savoir qu'aujourd'hui, en France, le système est fait que si tu n'as pas de domiciliation, tu n'es personne. Tu ne peux pas prétendre, même si tu es à la rue, il te faut une domiciliation. Sinon, tu ne peux pas prétendre à la CMU, à ton RSA, des choses comme ça, parce que voilà. Du coup, tu peux avoir ce qu'on appelle une domiciliation, qui est dans des centres d'hébergement, ou des gens comme la Croix-Rouge, etc. Et il s'avère que ce genre de métier, les travailleurs sociaux, on sait très bien qu'ils ne gagnent pas des 1000 et des 100. C'est ce qu'on appelle des métiers vocation. C'est-à-dire que tu le fais parce que tu as envie d'aider les autres. Sauf que quand on est parti travailler avec ces gens-là, on s'est aperçu qu'ils passaient 80% de leur temps à faire de l'administratif. Et donc, ne pas faire ce qu'ils aiment, c'est aider les gens qui sont à la rue. Pourquoi ? Parce qu'ils faisaient de la paperasse à droite à gauche. Donc on a créé, ou c'est pas moi qui a créé, derrière il y avait une équipe qui était juste géniale. Je dis on, mais on va dire, je parle pour tout le monde. Du coup, on a créé un website, une application qui permet, une web app, qui permet de faciliter cette domiciliation. Et du coup, ça leur libérait du temps pour faire ce qu'ils aiment faire, c'est-à-dire aider les gens.
Et ça leur faisait gagner un temps monstre. On est passé de parfois, sur une semaine de 35 heures, ils passaient peut-être 30 heures à faire 25 à 30 heures à faire de la paperasse. Ils sont passés à 10 heures. Tu vois. Et du coup, adoption, un truc, la Croix-Rouge super contente. Oui, on veut le déployer dans tous nos trucs, etc. Tu vois. Et alors, au-delà de cette application, c'est que c'est hyper concret. C'est-à-dire que si demain, ça n'avait pas marché, ben, on arrête le financement, on arrête de dépenser de l'argent. Et là, il nous reste que le choix. Soit on kill le truc, soit on pivote. Mais tu vois, on est face à des choses très concrètes. Et cet écosystème, j'ai bien aimé. Ça, c'est pour le parti un peu, voilà. Et après, il y a des entreprises, étrangement, des grandes entreprises, des grands systèmes aussi. Je trouve ça intéressant. Intéressant parce que ça bouge pas à la même vitesse. On n'est pas... toi, là, je te parlais de l'incubateur. L'incubateur, c'est comme si tu pilotes un jet ski. Là, les grandes entreprises, c'est sur un paquebot. Du coup, tu manœuvres pas pareil, on va dire ça comme ça. Et, pas le même nombre de personnes et d'interactions. Si tu veux prendre un virage, il faut t'y prendre 2-3 jours avant, tu vois. Sinon, tu te prends un iceberg. Du coup, tu vois. Mais je trouve ça intéressant parce que même si c'est au quotidien, ça peut paraître dur, tu es sur des niveaux, tu vas travailler sur des systèmes qui sont super intéressants. Moi, j'aime bien ça. C'est-à-dire, je peux paraître pour Mazo, mais cette complexité. C'est comment on va naviguer dans cette complexité, comment on va parfois ce chaos qui porte pas son nom, et comment on va améliorer une grosse entreprise à s'améliorer. Parce que il y a aussi un côté, on va dire, même s'il faut mettre de temps en temps son ego, on va dire, si tu transformes une petite start-up de 50 personnes, ok, c'est super, c'est bien. Mais imagine, tu arrives à transformer, alors pas tout seul, mais avec une équipe, un collectif, à une grosse entreprise de 10 000, 15 000 personnes. Tu vois, tu parlais du PSG, t'es pas dans le même championnat, tu vois. Là, tu vois, c'est un peu ça. Et c'est pour ça que j'aime bien aussi travailler avec des grandes entreprises, mais les entreprises que je préfère, c'est pas tant en vérité la taille et c'est vraiment, moi j'ai besoin de sentir il y a de l'envie de la part des sponsors. Ouais. Et une fois que tu as ça, en vérité, le reste, même s'ils ne savent pas ce qu'ils veulent trop, etc., c'est ceux qui ont une envie et qui sont sponsors. Et pas sponsor, juste ils te posent le chèque sur la table. Un sponsor, genre, t'inquiète pas, si tu as besoin de renfort, si tu as besoin de ci, si tu as besoin de ça, s'il faut défendre des positions qui ne sont pas aisées au début, bah, je serai avec toi. Et dès que tu as ça, c'est des ingrédients pour moi magiques pour y aller. Et après, que l'entreprise, ce soit une grande boîte du 440 ou pas. En tout cas, tous les ingrédients pour y aller. Super intéressant. Je suis aligné sur tout ce que tu as dit en plus. Donc, ouais, c'est super intéressant. Putain, mais t'as fait combien de boîtes en fait? Je suis jaloux là. Ouais, j'en ai fait beaucoup parce que en tant que parce que j'ai été interne dans des grandes boîtes, j'ai fait du conseil. Donc conseil, tu changes de mission en mission. Et en plus, moi, j'ai souvent fait aussi des missions de conseil, on va dire, dans des boîtes où les coachs n'étaient pas full-time en mission. C'est-à-dire qu'on avait parfois, dans une semaine, il y a 5 jours, hein, mais on va dire, j'avais un 3/5e là et un 2/5e là. Du coup, je voyais plus de contexte. Voilà, et il y a des fois, c'était full-time, donc tu vois qu'un client. Mais voilà, et ensuite, en tant que freelance, pareil, j'ai évolué dans différents contextes, en vérité. Parfois, je suis revenu dans des entreprises où j'étais parti, que ça avait évolué, en bien ou en mal d'ailleurs. Et je suis revenu parce qu'il y avait des gens que je connaissais toujours, il y avait des choses qui avaient évolué, etc. Il y avait des blocages qui avaient été levés aussi. Du coup, comme je disais, j'avais peut-être parce que des fois, tu travailles jusqu'à un certain seuil, et après, tu as un seuil de blocage. Il faut savoir aussi quand se retirer, en vérité, parce que sinon, tu vas t'user à faire des choses là. Quand tu es interne, c'est pas pareil. Quand tu es interne, tu patientes. Quand tu es externe, on va dire, rester là et attendre que ça se passe. En tout cas, moi, j'y arrive pas. Si certains y arrivent, je les juge pas. Hein, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Moi, j'y arrive pas. Moi, j'ai besoin d'action. Hein, tu t'auras compris. J'ai besoin que ça bouge. Voilà. Et du coup, quand ça bouge pas trop, moi, j'ai tendance à aller voir ailleurs si j'y suis. Ouais, tu l'as dit. De toute façon, dans notre métier, si t'as pas le sponsor, tu vas ramer dur. Et je pense que la vie est suffisamment dure pour pas ramer c'est ça. tout seul.
pour un paquebot. Quoi. C'est ça. Tu ramer encore une fois, ramer dans un jet ski, c'est faisable. Paquebot, ramer, tu vas pas le faire. Ça marche. Niveau santé, tu te mets combien 1 sur 10 ? T'as pas le droit de dire 7. Non, je me mettrais 8 ou 9. 8, allez, 8. 8 parce que je fais moins d'activités sportives que je voudrais. Et on va dire, je suis un peu moins rigoureux sur l'alimentation, on va dire ça. Du coup, si j'améliore ces deux phases-là, ce qui est en cours, tu me reposes la question en septembre, je pense que je te dis 10. Ah ouais, c'est quoi alors ? T'as un programme exprès de ça Non, mais de juillet à déjà, septembre. ça veut pas dire que je serais, voilà, mais je serais. Déjà, c'est quoi le programme sportif ? Alors moi, je fais plusieurs activités. Je fais de l'haltérophilie. Je fais du crossfit. Je fais du grappling. Le grappling, c'est une sorte on va dire, de jiu-jitsu brésilien sans kimono. Même si je suis moins rigoureux ces derniers temps, le grappling, j'en fais depuis, je crois, plus de 10 ans. Même si les dernières années, j'en ai pas trop fait. Là, j'ai repris un peu cette année. L'haltérophilie, en plus d'être coach, entre guillemets, agile, je suis aussi coach d'haltéro et de ce qu'on appelle de musculation fonctionnelle. Et je suis aussi coach de CrossFit. Ouais, je sais, Mais tes journées font 48 heures. Non, mais le truc, c'est que même si on aime ce qu'on fait, moi, j'aime beaucoup de choses, en réalité. Et on parle souvent du côté professionnel, mais pour moi, c'est un équilibre global. Par exemple, je te donne un exemple. Pendant longtemps, j'ai bossé pour une sorte de... Alors, c'était une boîte, qui avait des contrats parfois avec le Pôle emploi, etc., où on aidait les gens à améliorer leur CV et améliorer leur pitch devant, potentiellement, si tu es en entretien, voilà, comment je vais structurer mon entretien, etc. Donc, c'était des coachings carrière, entre guillemets, parce que entre guillemets, je suis aussi coach professionnel et j'ai fait du coaching carrière. Et du coup, je donnais ça bénévolement. J'aurais pu facturer, mais moi, c'était pour aider. Parce que j'ai besoin, de temps en temps aussi, de trouver cet équilibre, d'aider les gens. Et comme j'ai la chance d'avoir un métier qui me rémunère correctement, je me dis aussi, tout n'est pas que argent. Il faut parfois aussi savoir rendre ce qu'on t'a donné, parce que moi, j'ai grandi en France. La France m'a donné beaucoup de choses. Et je me dis, je reverse à la communauté un peu de mes trucs en aidant les gens, en aidant des jeunes, en aidant des gens en difficulté. Pas forcément à leur donner la charité, mais en les aidant, en transmettant ce que je sais, en les aidant, comme je te dis, sur la partie carrière. Pareil, la partie coaching sportif, c'est dans des associations sportives de quartier. Je me fais pas rémunérer. Voilà, je donne un coup de main dans les associations. Je viens, les cours du soir avec des jeunes, etc. Parfois des jeunes en difficulté. Je fais des cours soit d'initiation à l'haltérophilie, soit de musculation fonctionnelle, soit de sport de combat. Mais je ne suis pas payé pour ça. Je pourrais, mais voilà, et moi, c'est comme ça que je trouve un équilibre global. Tu vois, par exemple, des fois, tu passes entre guillemets des mauvaises journées au taf. Tu vas soulever de la fonte. Putain, mais tu sais quoi, on a la même réflexion. Moi, tu vois, de janvier jusqu'à avril, j'étais focus que sur le taf et l'entrepreneuriat. J'allais à la salle de sport, mais j'y allais en mode zombie. J'y allais, j'écoutais des podcasts. J'étais à peine en sueur, tu vois. Je me suis dit, c'est pas possible, tu vois. Enfin. Après, j'ai vu que c'était en mauvaise santé, tu vois. J'étais allé voir le médecin, on a fait les analyses de sang et tout. Je me dis, mais vous faites pas de sport ? Je dis, mais non, je vais tout le temps à la salle. Mais non, en fait, je faisais pas le bon sport, tu vois. J'étais en mode zombie, ça allait pas. Du coup, depuis avril, j'ai pris un coach sportif, et en fait, il fait de l'haltérophilie. Ouais. Du coup, je fais que du travail avec la barre. Ouais. Bon, au départ, je peux pas soulever 20 kg, 30 kg. Enfin, entre guillemets, je disais, mais moi, j'ai pris un coach sportif, j'ai pas pris un coach d'haltérophilie. Mais en fait, il a jamais faisait 2-3 exercices pour travailler la posture et surtout blinder mon genou, parce que j'ai plein de problèmes de genou à cause du tennis et des accidents avant. Et au bout d'un mois, laisse tomber, enfin, il m'a transformé, le gars. Mais à chaque fois, j'étais mort, par contre. Chaque séance, comme tu disais, c'est skin the game. J'ai l'impression que je joue ma vie, tu vois, quand je soulève des poids et tout. Mais ça a tout changé, en fait. En fait, le fait de soulever des poids,
pour moi, l'activité sportive et C'est ça, en fait. le travail avec des charges lourdes, parce que je dis haltérophilie, mais je fais aussi ce qu'on appelle la force athlétique. Pour moi, c'est un exercice. Alors, je ne dis pas que ça convient à tout le monde. Il y en a peut-être qui préfèrent courir, faire du run ou du cyclisme. Je ne juge pas. Moi, c'est pas courir, franchement, pas ma came, on va dire ça comme ça. Mais moi, ça fait partie. Voilà. Et je trouve que, pareil, je me suis éloigné des salles pendant 6 mois. Je l'ai senti. Je l'ai senti physiquement. Alors, pas en termes de motivation, parce que je suis d'un naturel assez motivé d'origine. Mais je l'ai senti sur le physique. Tu vois, je me suis senti que j'ai pris du poids, j'étais plus pâteau, j'étais moins dynamique, etc. etc. Et comme je gardais en vérité les mêmes habitudes alimentaires, voilà, ça a été. Voilà. Et quand j'ai repris il y a quelques mois, j'ai senti la différence aussi, tu vois. Ouais, non, mais pareil. Mais clairement, soulever des poids, c'est pas pareil que de faire de la cardio. Non, c'est pas la même chose. Et du coup, ça, des fois, j'ai des courbatures à des endroits, tu vois. C'est comme si j'avais étudié, tu vois. Enfin... Je savais pas qu'il y avait des muscles là. Ouais, exactement, tu découvres ton corps. Des fois, je disais à mon coach, ah, mais c'est normal, là, ça gonfle derrière et tout, mais tranquille, tu vois. Non, mais clairement, c'est comme si, en fait, j'avais jamais fait de sport, en fait, tu vois. Enfin, moi, je trouve ça génial, enfin, soulever des poids. C'est super important. On voit sur LinkedIn, on voit les Américains comme Hormozy et tout. Tu sais, les mecs qui sont musclés et tout. Mais tu sais, avant, je rigolais, tu vois. Maintenant, ça me fait plus rigoler parce que je me dis, mais en fait, soulever des poids, ça change tout, en fait. Ça change tout, ça fait partie de la. Alors, parfois, il y a un côté hype. Les choses viennent souvent des États-Unis, mais c'est vrai qu'Hormozy, bon, lui, il a commencé aussi parce qu'il avait des salles de sport, etc. Et c'est un peu son fonds de commerce, le sport et le business. Finalement, il a réussi à allier les deux, tant mieux. Mais il y a beaucoup, depuis quelques années, il y a une vague de entrepreneurs assez connus qui se sont mis au sport. Il y a les sports vraiment en musculation. Ouais, il y a Bezos il y a quelques années, voilà, qui a un peu transformé son corps. Zuckerberg. Il y a Zuckerberg qui s'est mis au jiu-jitsu brésilien d'ailleurs. Voilà. Et, alors c'est à la fois pour se donner une image. Je pense que quelqu'un qui donne l'image d'être bien dans sa peau physiquement. Pas que. Mais je pense que ça joue dans leur. T'as besoin à un moment que pour en vérité dépenser une certaine énergie, parfois négative entre guillemets. T'as besoin de l'activité sportive. Et c'est ça. C'est au-delà de ça, moi je pense que quand on est entre guillemets entrepreneur / freelance, parce que le freelancing est une forme d'entrepreneuriat, on va dire ça comme ça. Il faut prendre soin de soi et de son corps, tant mentalement que physiquement, parce que on n'a pas de magasin, mais on est notre propre fonds de commerce. C'est ça. Du coup, demain, si tu es malade pendant 15 jours, personne ne te raque, personne ne te paye. Du coup, voilà, il faut aussi prendre soin, il faut savoir prendre des vacances, savoir avoir des moments à soi. C'est pour ça que l'équilibre global, il faut savoir aussi couper du taf, parce qu'on a des métiers, des fois, on a l'impression qu'il faut rester connecté jusqu'à très tard, mais on n'est pas obligé en fait, et on ne doit pas. C'est pas pour ça qu'on est plus performant. Alors, exceptionnellement, ça peut arriver, il y a un sujet un peu tendax, etc. On reste plus tard, ou il y a un sujet, on veut le finir, comme ça demain on est tranquille. Si c'est de temps en temps, pourquoi pas, entre guillemets, ça reste sous contrôle. Mais si ça devient une habitude, c'est une mauvaise habitude. Et ça, c'est super important. Et en vérité, c'est valable pour tout le monde, même entre guillemets les salariés, etc. Pour moi, il faut prendre soin de son corps et son mental. Et les deux sont liés. C'est très important. Ouais, clairement. Surtout dans nos métiers, mine de rien, on le voit aujourd'hui, il y a beaucoup de sujets de burn-out, etc. Voilà. Et quand on est freelance, encore une fois, ne faut pas oublier que... T'es le magasin aussi. C'est ça. T'es la vitrine et le magasin. C'est ça, t'es la vitrine, t'es le fonds de commerce, t'es le stock, t'es tout. C'est-à-dire qu'en même temps, si tu fermes boutique, t'as pas de clients et la caisse reste vide. C'est quoi qui t'a plu? C'est quoi le jiu-jitsu brésilien? Comment t'as découvert ça en fait? Alors, j'ai pas commencé par le jiu-jitsu brésilien. Moi, j'ai commencé le jiu-jitsu brésilien, je l'ai fait tardivement. J'ai commencé par ce qu'on appelle la lutte à livrer. C'est une sorte de... C'est du grappling, mais à la sauce brésilienne. J'ai découvert ça parce qu'il y avait un club dans ma ville
J'ai toujours été sport de combat, etc. Je faisais de la boxe quand j'étais plus jeune, etc. J'ai toujours été sport de combat. Et quand le club a ouvert, je suis parti voir ce qui se passait. Et j'aime bien parce que c'est un sport où il n'y a pas de frappe. Donc il n'y a pas de frappe avec le poing, etc. C'est un sport soit de soumission, soit tu marques des points, entre guillemets. Parce que chaque technique peut t'amener des points, on va dire ça comme ça pour résumer. Et du coup, il n'y a pas de frappe au visage ou des choses comme ça. Là où à la boxe, parfois, il y a des commotions, etc. Là, c'était un peu plus... j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et c'est un sport... de l'extérieur, tu as l'impression que c'est un sport de bourrin, mais c'est un sport hyper technique. Tu dois réfléchir. C'est un peu comme des échecs. Tu dois... Parfois, tu vas feinter une réaction pour avoir la réaction de la personne et pour rebondir sur sa réaction pour avoir la position que tu voulais. Du coup, c'est un jeu comme ça où tu essayes de déstabiliser l'adversaire déjà en voyant comment il réagit à tes sollicitations. Et j'ai trouvé ça. Et physiquement, c'est intéressant. Pareil, c'est un sport qui, quand tu sors d'un entraînement, t'es vidé. Voilà, moi, j'ai besoin, après un entraînement... si je traîne pas des pieds, c'est que l'entraînement, il n'était pas... mais je comprends. Hein. Moi, je te dis, de janvier jusqu'à avril, tu sais, j'ai à la salle, mais... rien. Mais depuis que je soulève les poids, où c'est vraiment hardcore, tu vois. Enfin, les sessions, même 1 heure, tu vois. Mais c'est pareil, tu vois. C'est ça, c'est que... c'est marrant, parce que aller à la salle, t'as les machines, t'as l'impression de faire les mêmes exercices que les gens, mais tu fais rien. C'est un peu ce que certains font avec Scrum. Ouais. Ils viennent, ils te mettent le décorum, ils ont l'impression de faire les choses, mais rien ne se passe. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il se passe, en vérité? Et quand tu as un programme, quand tu as un objectif, et quand aujourd'hui tu fais les choses pour atteindre cet objectif, dans un cadre particulier, généralement tu vois des modifications, tu vois des évolutions, tu vois que ça va mieux, tu vois que tu as des douleurs, mais c'est des douleurs, des fois, c'est bon signe. Tu vois, tu parles de douleurs, mais qui sont plutôt bons signes. Ouais. Tu vois, il y a des gens qui restent assis toute la journée, ils n'ont pas de douleur. Ouais. Est-ce que c'est bien pour autant? Non, sur le long terme, c'est mort. Tu vois. C'est un peu pareil avec ce qu'on fait, nos métiers. Tu as des gens, il y a des fausses positions qui te... Il n'y a pas de douleur. Et les gens disent, il n'y a pas de douleur, tout se passe bien. Mais non, en vrai, tu es en train de mourir. En vrai, tu sens plus rien parce que ton corps est en train de te lâcher. C'est tout simplement ça. Tiens, amitié, 1 à 10, tu te notes combien? Amitié, c'est-à-dire... Je sais pas, ta vie sociale... Alors, je dirais, 10. Alors, je dirais 10. J'ai à 10. J'ai pas beaucoup... Je suis pas social non plus, mais j'ai pas 1 milliard de potes. Mais on va dire, j'ai des personnes que je connais depuis longtemps, même des anciens collègues que je vois souvent. J'ai un cercle familial. Et pour moi, c'est... Aujourd'hui, je dirais que si j'en suis où j'en suis aujourd'hui, c'est grâce aussi à ça. Cet équilibre, justement, un côté un peu... une sociabilité mesurée. C'est-à-dire que moi, je suis pas quelqu'un... Tu ne me verras pas dans les soirées, les trucs comme ça. C'est pas mon truc. Ceux qui veulent y aller, ils y vont, ils font ce qu'ils veulent. C'est pas là où je suis le plus à l'aise. Moi, j'aime bien les trucs un peu conviviaux, etc. Moi, je fonctionne avec un principe de cercle, ce que j'appelle. J'ai le cercle proche, le cercle un peu plus large et le grand cercle. Si t'es pas dans un de mes cercles, c'est pas que t'es une mauvaise personne, mais que les gens, ça m'intéresse pas. Ce qu'ils font. C'est un peu dur ce que je dis, mais ça m'intéresse pas plus que ça, parce que je préfère me concentrer sur ceux qui sont dans mon cercle, et leur être disponible pour eux, etc. Les gens qui sont dans mon cercle, ils m'appellent à 3h du matin, ils ont une galère, je déboule, quoi. Après, quelqu'un que je connais pas, il m'appelle à 4h du matin. Bon. Je me retourne dans mon lit et je dors de l'autre côté, quoi. Tu me disais que tu jouais à Mario Kart, hein. Tu joues en ligne un peu ou Alors là, j'essaie de... Là, tu m'as un peu saucé pour acheter la Switch 2. Donc, je crois que c'est mon prochain achat. J'hésite entre ça et une machine à faire des smoothies. Tu peux prendre les deux, non? C'est exactement ce que je me suis dit. En fait, moi, mes règles d'achat, c'est quoi? C'est quand j'ai envie... Moi, j'ai envie d'acheter plein de trucs à chaque fois. De toute façon, tu vois, avec les décos. Par contre, maintenant, je me mets la règle. J'achète pas tout de suite, mais si dans 3 semaines, j'ai toujours envie de l'acheter, j'achète.
Ouais, c'est ce que je fais. Ouais. Ça, je l'avais lu dans un bouquin pour éviter la côté achat d'urgence, tu vois, achat un peu juste sur l'émotion. Pareil, je voulais la précommander, la Switch 2, et finalement j'ai attendu, je me suis dit je vais poser des questions à certains. Bah, pour l'instant, tout ce qu'ils me disent me force à croire que je vais la prendre. Ouais, bah, ouais, si t'aimes bien Mario Kart, le dernier, là, enfin... Ouais, moi c'est... En fait, de premier abord, tu te dis, ouais, il y a 24 joueurs, les circuits sont plus grands, les routes sont plus larges. T'as l'impression que c'est plus simple. Et moi, j'ai commencé à jouer en ligne, là. T'as les mecs qui roulent sur la rambarde, qui roulent sur le mur. Laisse tomber, tu vois. Enfin, Non, en plus, c'est les seuls types de jeux qui me plaisent en vérité. Moi, je suis. T'aimes bien les jeux cruels? Parce que franchement, c'est un jeu cruel. Hein. Ouais, mais c'est un jeu cruel. C'est de la cruauté. C'est de la cruauté fun. Moi, c'est pour ça que j'aime bien. Hein. Mais autant je joue contre l'ordi, bon, voilà, les gens critiquent, j'entends, tu vois. Ouais. Mais jouer en ligne, hein, avec 24 humains, tu vois, et les gars, ils font des dingueries pour passer devant toi. Non, c'est Mario, c'est un jeu un peu légendaire, un peu. Hein. C'est un peu un des premiers. Et en même temps, ça n'a pas évolué, ça a évolué. C'est ça qui est dingue avec ce jeu-là, c'est qu'il a réussi à se moderniser, mais sans perdre son âme du début, quoi. Donc chapeau Nintendo. Bon achat. Hein. Ouais. Si, il y a juste un dernier achat pour finir où j'arrive pas, c'est les chaussures. Ouais. Je crois que toi aussi c'est pareil. Les Jordan, par contre. Ouais, les en Jordan, plus, ils ont le système, tu vois. Je sais pas s'ils ont pris des neuroscientifiques, mais tu vois, la paire est rare ou la paire est pas depuis 10 ans. Donc tu peux pas si t'attends 3 semaines avant de l'acheter, tu payes le triple. Hein. C'est ça. Franchement, ça me rend fou. C'est ça. Alors moi, j'achète. À un moment, j'étais je regardais un peu les paires, un peu collection, etc. Mais après, je suis passé en mode, j'achète ce qui me plaît en termes de couleurs. On a la chance d'avoir plein de couleurs. Et je me prends plus la tête. Après, la paire, sa valeur ou pas, du moment qu'elle me plaît, je la prends et voilà. C'est un des rares trucs. Moi, je suis assez simple. Tu vois, par exemple, dans ma garde-robe, je dois avoir une vingtaine de t-shirts. Ils sont quasiment tous de la même couleur. Casquettes, par exemple, j'en ai plein. C'est quasiment toute la même couleur. Les pantalons, tu me verras quasiment avec les mêmes pantalons. J'en ai une dizaine. Et le seul truc que je change, c'est les pompes. C'est le seul truc. Mais par contre, il faut que ce soit assorti. Voilà. Alors, comme je m'habille souvent en noir, bon, ça va. Il faut qu'il y ait juste un peu de noir. Et de temps en temps, je change un peu le t-shirt. C'est la seule, on va dire, excentricité que je m'autorise. Bon, après, on n'a qu'une vie, hein. C'est ça. Bah, Youssef, si on veut bosser avec toi, discuter avec toi, on t'en trouve comment? Je suis sur LinkedIn, principalement. Et ouais, sur LinkedIn. Ça marche. Bah, merci à toi, Youssef. Merci de m'avoir invité. Et merci aussi pour le quotidien. Hein. Ouais, pas de souci. Donc, ça se trouve, tu viendras pour un deuxième épisode. Hein. Pourquoi pas. Avec plaisir. Et à bientôt sur Mario Kart. Hein. Ouais, c'est ça. Je te donnerai mon nom. Genre un nom secret. Merci Youssef, j'ai bien aimé notre échange et à bientôt. À bientôt.